Est-ce qu'Éric Coquerel, il faut aujourd'hui, pour faire face à l'inflation, indexer les salaires sur l'inflation? Est-ce que vous pensez que c'est... Oui. Et vous ne craignez pas que ça débouche sur la fameuse boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les entreprises confrontées, là, vont avoir toutes leurs factures d'électricité qui vont exploser puisque les contrats se renouvellent, vont tout d'un coup devoir augmenter à hauteur de l'inflation leurs salariés, donc vont répercuter ça sur la hausse des prix, donc les salariés vont à nouveau demander des hausses des salaires. J'entends bien cette logique, mais moi je pense qu'il y a Je vous sens dubitatif cette logique. Oui, je suis dubitatif sur cette logique, parce que ça, c'est un peu le discours des libéraux pour ne pas le faire. Mais ce que je constate... C'est ce qu'on a constaté dans les années 70-80 aussi. Hein, oui, enfin, dans les années 70-80, le partage de la plus-value, c'est-à-dire de ce qui est dégagé par une entreprise, était beaucoup plus en faveur. Il y avait plus d'inflation, mais c'était beaucoup plus en faveur du monde du travail que du capital. Voilà, c'est aussi la logique. Donc, c'est pour ça que François Mitterrand a désindexé les salaires ? Non, mais c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Je pense que c'était une erreur de le faire à l'époque. D'accord. On peut, si vous voulez, je vais schématiser. On peut estimer que ce n'est pas le cas quand vous avez une inflation très très faible. Mais quand vous avez à nouveau une inflation forte, le problème, c'est que si vos salaires ne suivent pas, de toute façon, à un moment donné, ça touche quand même ce qu'on appelle la consommation populaire. Et la consommation populaire, qu'on le veuille ou non, c'est quand même ce qui soutient l'économie. Bon. Donc si vous ne faites pas ça, je veux dire, vous avez une espèce de conséquences et de coûts pour l'économie globalement. Mais ça veut dire que votre pronostic, c'est que l'inflation, elle est structurelle, elle n'est pas temporaire, parce que le pari du gouvernement, c'est de créer un bouclier le temps que les prix de l'énergie se remettent à baisser, et puis espérer qu'après on revienne dans un régime. Ce qu'on voit sur le gaz d'ailleurs, ce qu'on voit sur le prix du gaz aussi d'ailleurs, qui a baissé. Vous pouvez faire un petit replay, parce que tout est enregistré à l'Assemblée nationale, c'est bien, mais lors de la commission des finances qui avait de début juillet, des premières commissions des finances, Bruno Le Maire, je me souviens, avait expliqué que l'inflation allait revenir après avoir... Là, elle était à son pic et qu'elle allait redescendre à 2% l'an prochain. Bon, vous savez comme moi que ça ne va pas être le cas. Fin 2023, oui. Voilà, ça ne va pas être le cas. Donc je ne sais pas si elle est structurelle. En tout cas, à mon avis, on est parti pour plusieurs années avec une inflation forte. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la crise que nous connaissons, elle est structurelle. Elle n'est pas liée seulement à la guerre en Ukraine, pour aller vite. Je comprends bien, M. Coquerel, mais dans un contexte, alors vous dites qu'il faut indexer les salaires et en plus vous rajoutez donc 100 milliards de dépenses. Est-ce que vous ne craignez pas que dans un contexte inflationniste, quand on augmente les dépenses et puis qu'on indexe les salaires, on ne fait que nourrir l'augmentation de la consommation ? D'abord pour le climat, on peut se demander dans votre logique si c'est vraiment très bon. Et puis par ailleurs, ça ne fait que nourrir l'inflation. Donc est-ce que le risque, c'est pas de pousser la Banque Centrale Européenne à encore plus serrer les robinets, remonter les taux et déclencher la récession? Vous avez raison de souligner que la politique de la Banque Centrale Européenne pourrait être positive ou négative. Ça, c'est vrai. Elle a un mandat, c'est une inflation de 2%. C'est son mandat. Enfin, vous remarquerez comme moi qu'à certains moments, elle est sortie en dehors de son mandat. Par exemple, elle n'avait pas le mandat, ça lui était même interdit par les traités, et heureusement qu'elle l'a fait, de faire en sorte que les États, que les banques centrales prêtent directement aux États pendant le Covid, et non pas continuer à emprunter sur les marchés. Donc elle est pragmatique, la Banque centrale. Théoriquement, elle n'est pas pragmatique, mais il y a un moment donné, quand ce système d'offre et de compétitivité, qui a la particularité qu'à chaque fois qu'il a une crise, on est obligé de l'abandonner parce qu'il est incapable de gérer les crises, du coup, elle a bien fait de faire ça. Mais je reviens à la question sur les dépenses publiques. Vous savez comme moi que lors de l'après-crise du subprime en France, la seule raison pour laquelle la France n'est pas rentrée en récession, c'est parce que les dépenses publiques ont soutenu l'économie. Le marché privé était rentré en récession, et ce qui a permis de tenir, en gros, c'est les commandes de l'État, pour aller vite. Bon. Donc, je vous réponds, je crois que par rapport, encore une fois, à faire fonctionner, je vous donnerai les exemples, pour fonctionner l'économie, je crois que le fait d'avoir des dépenses publiques qui, justement, évitent l'effet récessif qu'il peut y avoir au moment où l'économie est en berne, est à mon avis positif. Et très souvent, on a été les seuls à ne pas le comprendre par le passé. Deuxièmement, vous remarquez que nos investissements, par exemple à hauteur de 100 milliards, une grande partie est liée sur la bifurcation écologique. Par exemple, passer à 700 000 logements isolés par an au lieu des 60 000 isolés partiellement que nous avons connus l'an dernier. Si vous décidez ça, vous mettez de l'argent.
Mais qui va travailler là-dedans? Vous avez des entreprises du BTP, des entreprises qui sont sur les secteurs de l'énergie. Donc, ça va faire marcher l'économie. Autrement dit, vous avez un cercle vertueux où vous investissez et vous personne ne conteste que rénover les logements, ça soit un cercle vertueux. Le problème, c'est si vous mettez massivement 9 milliards d'euros comme vous voulez faire, comme il n'y a pas la filière des artisans, etc. Rappelez-vous, quand il y avait un crédit d'impôt sur les fenêtres, le crédit d'impôt sur les fenêtres, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait doubler le prix des fenêtres. C'est clair. Mais donc, en même temps, il faut une vraie politique très rapide de relance de la formation. Il faut une politique qui, au lieu de faire ce qu'on va faire maintenant, va affaiblir les lycées professionnels, au contraire, les renforce, etc., etc. Oui, il faut faire tout ça en même temps. Mais ça, j'allais dire que c'est le désarmement de l'État pendant 30 ans de néolibéralisme qui nous pénalise. Il faudra le faire en même temps.